Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Hala Mourani, bienvenue à vous. Vous êtes écrivaine, dramaturge. Votre nouveau roman, Les Bestioles, est publié aux éditions Elisade. Anis El Amouri, bienvenue. Vous êtes illustrateur, auteur de la bande dessinée. Le tome 2 de votre bande dessinée, c'est une trilogie qui s'appelle Il brûle. Et ce tome 2, il a pour titre Prison et ciel édition, 6 pieds sous terre. Le musicien Daoud, bienvenue. Vous êtes trompettiste, producteur. Votre tout dernier opus s'appelle OK. Vous êtes actuellement en tournée partout dans le monde, en Europe notamment. On commence avec vous. 1 an après Goodbye, vous revenez donc avec OK et vous partagez un nouveau titre jazz au groove incandescent, illustré, il se dit, par une de vos fameuses vidéos, ce qui est sans doute le cas. On regarde, ça s'appelle La Fièvre. Voilà donc, Daoud, vous n'avez pas eu trop mal sur ces coups Un peu. Quand même. Oui, Marine Beauchamp, là, qu'on voit là sur les images, elle n'a pas été super tendre avec moi, mais c'était le jeu. C'était le jeu. Pourquoi ce jeu d'ailleurs ? Il y a toute une thématique autour de cet album d'acceptation, de subir un petit peu, de vivre des choses pas D'encaisser. forcément évidentes, mais d'encaisser, de continuer, de pas trop montrer que ça fait mal. Ouais, et c'est marrant parce que cette musique entêtante et entraînante, ça veut presque dire allez-y, j'encaisse, et c'est mais toujours debout, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est la signification même du terme, OK, pour moi, de cette espèce d'abnégation, d'acceptation de ça, de dire, ben, moi j'y vais, je continue. Ouais. Ça fait penser au Liban, quand on entend ça. Prendre des coups, rester debout, cette musique, elle irait bien à Beyrouth. Et à vous. Oui, et puis il y a quand même quelque chose qui relève de la joie malgré tout, en tout cas que je reconnais dans la musique. Hein. Ouais. Le jazz, Anis El Amouri, c'est une musique que vous aimez, c'est le jazz de Daoud, vous aimez ? Le jazz de Daoud, oui, je l'ai écouté avant de venir et je trouve ça énorme. Et le jazz, je pense que j'écoute des choses qui sont beaucoup inspirées par le jazz même pur et dur, probablement pas vraiment. Ouais. Mais par contre, ce que dit Daoud, ça me rappelle beaucoup de thématiques qui ont parcouru mon livre, donc ça m'intéresse. Et on va y venir justement, notamment la violence, la nostalgie, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Alors Daoud, vos compositions, parlons-en, vous continuez de bousculer les conventions du jazz. Qu'est-ce que vous explorez au juste d'un point de vue artistique autour de cette musique mythique ? Moi j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une formation quand même jazz, où j'ai vraiment plongé dans l'histoire, les méthodes, etc. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à vouloir faire ma musique, j'ai pas choisi de me les imposer comme règle, ces méthodes-là. J'ai choisi de les utiliser comme une inspiration parce que c'est de la musique qui m'a toujours passionné. On retrouve des influences hip-hop, rock, disco. C'est pas antinomique avec le jazz. En fait, c'est pas du tout antinomique pour moi, en tout cas. Et c'est des musiques qui m'ont toujours attiré, depuis que je suis tout petit, aussi, en parallèle avec le jazz. Tiens, puisque vous dites depuis que je suis petit, voilà ce que vous avez dit à nos confrères de la radio FIP. Aïe. Je suis obsédé par l'idée d'être un clown depuis l'âge de 3 ans. J'ai dû en voir un joueur de la trompette à la télé. C'est ainsi que j'ai choisi cet instrument, non pas par ambition classique, mais pour son absurdité théâtrale. Ça, on le retrouve dans vos clips aussi. Pourquoi absurdité théâtrale ? Ça m'a toujours fait vraiment marrer, l'absurde, en général. Le contraste de l'absurde, qui est vraiment, pour moi, un humour pur. Ouais. Et j'aime l'amener dans ma vie, dans ma musique, dans mes concerts surtout. Et vous superposez vraiment des couches sonores. Comment vous travaillez ? On pourrait dire beatmaker, en québécois on dit concepteur rythmique. Comment vous procédez techniquement pour avoir toute cette énergie ? J'ai beaucoup travaillé pour d'autres artistes, plus en tant que compositeur, on va dire. Et ça m'a appris énormément. Ça m'a appris énormément sur l'arrangement et sur la manière de faire cohabiter, coexister des sonorités différentes, des instruments différents, des orchestrations différentes, et de leur laisser la place d'exister dans le spectre d'un morceau et d'amener ces méthodes-là qui viennent plus de la musique actuelle et du rap, etc., dans ces musiques-là que je fais moi. Ça a été un vrai challenge, mais
Je pense qu'on s'en est pas trop. Alors, quelles que soient les disciplines, sport, culture, art, je me méfie toujours de l'expression, mais vous, on vous surnomme parfois l'enfant terrible du jazz. La connotation, c'est positif, bien sûr, mais en fait, on a souvent surnommé ainsi tous les jazzman, toutes les jazzwoman qui ont voulu défier les codes, qui soient d'ailleurs imaginaires ou convenus du jazz. Mais ça vous va, enfant terrible du jazz? Ouais, ça me convient assez. Il y a un côté de pas s'excuser d'être là. Ouais, c'est Pas ça. s'excuser de faire ce qu'on fait. Ouais. Pas C'est pas normal, c'est ouais, pas... pas ouais. demander la permission. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être mal vu, surtout dans des genres artistiques Ouais. ou musicaux. Et d'aller chercher aussi un autre public, parce que souvent, à tort ou à Bien raison, sûr. elle a cette image élitiste, un peu cette musique. Ben, parce qu'on peut rester trop attaché à l'histoire, on peut rester trop attaché à ce qu'on faisait avant, et ça ferme de fait ces portes-là à des publics plus jeunes. Ouais. Donc le fait de lâcher un petit peu l'histoire, la laisser un petit peu exister, faire partie pour toujours de cette musique-là, c'est inévitable, s'en servir pour aller chercher des nouveaux publics, les sensibiliser à cette musique-là qui mérite de découvrir. Voilà, et se faire plaisir tout en faisant plaisir au public. Ok, donc, nouvel opus de Daoud Halamourani. Votre roman s'appelle donc Les Bestioles. Alors, l'intrigue, vous la situez juste après l'explosion du port de Beyrouth. On est le 4 août 2020. Le narrateur, c'est un ancien milicien. Il y a eu la guerre civile au Liban. Et ce jour funeste du 4 août, lui, il s'en est sorti quasiment indemne. Oui, il n'est pas mort en tout cas, ce qui ne veut pas dire qu'il est en vie. Il n'est juste pas mort. Il n'est juste pas mort. Ça ne veut pas dire qu'il est en vie, des mots très forts. Comment vit-il ce chaos autour de lui, lui qui a connu la guerre civile? Alors, il y a énormément de choses à dire sur ce personnage-là. Je ne vais pas parler à sa place, je vais peut-être plus dire ce que moi j'avais envie d'en faire. Oui, bien sûr. Mais c'était important pour moi de situer l'explosion du 4 août dans la suite logique de toutes les violences qu'a vécu le Liban. Forcément, il y a eu la guerre civile, mais il y a eu toutes les occupations syriennes, israéliennes, les assassinats ciblés, non ciblés, les différentes guerres 2006, 2007, etc. La faillite Et donc, économique. voilà, la faillite économique qui avait commencé en 2019. Et donc, tout d'un coup, l'explosion du port, qui est une des plus grandes explosions qui a eu lieu au monde en milieu urbain, s'inscrit dans la suite logique de cette violence-là, qui est protéiforme, qui est écrasante, etc. Et ce personnage-là, j'avais aussi envie de le situer. Il vit l'explosion et les quelques jours qui sont juste après. D'abord parce que c'était important pour moi de témoigner de l'instant réel, des choses réelles qui ont lieu, que ce soit les débats, que ce soit la manière dont la pensée se déroule, l'enquête commence à se faire, etc. La manière dont les gens sont solidaires les uns avec les autres. Et puis de figer un petit peu le temps aussi autour de cet événement-là, parce que le roman se déroule sur 4 jours. À un moment donné, le narrateur dit juste à côté de moi, la statue de l'émigré libanais avec son tarbouche sur la tête est indemne parce que dans ce pays, on est voué à être des émigrés éternels quand on a de la chance et aussi quand on n'en a pas. Il regarde vers l'horizon fondu dans la couleur du ciel. Émigré, pourquoi éternel le Liban? Même pour ceux qui, même quand ça va bien? On a une très longue histoire avec l'immigration. Elle n'est pas neuve. Je pense qu'on peut la faire remonter facilement, du moins dans nos mémoires, à 4 ou 5 générations. Amérique du Nord, Afrique de l'Ouest, Europe notamment, Asie également. Mais Amérique latine, Australie, enfin on n'est pas... Les Libanais sont partout. Et ils prennent leurs racines avec eux. Mais moi, je crois que même chez nous, moi, je vis à Beyrouth, je suis restée, mais même chez nous, quelque part, on ne se sent pas vraiment chez nous. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dépossession de soi, de sa terre, de sa souveraineté, de son pays, de sa culture, de sa société, quoi. Ouais. Alors, vous écrivez aussi, enfin, vous écrivez en tout cas, le narrateur, et c'est vous qui écrivez ces mots, sont vraiment cons les experts. Il y en a même un, je l'ai entendu, avec sa cravate rouge et argentée, il a dit que le Liban allait disparaître. Ça m'a fait rire comme jamais. Ces 2 jours, ça fait des années que j'avais pas autant ri. Comment faire disparaître un pays que le monde entier veut voir disparaître, mais qui ne se résigne jamais à faire comme on lui dit et qui ne fait même pas exprès de ne pas se résigner? Oui. C'est quoi la métaphore? Vous voulez dire que le Liban contre vents et marées tient?
Oui, et il tient, mais pour moi, ça relève du miracle. Je veux dire, toute personne qui viendrait m'expliquer pourquoi le Liban existe encore, je ne croirais pas. Il y a quelque chose qui défie la rationalité, qui défie les prévisions. Et bon, d'un côté, c'est très beau se dire que finalement, ce qui nous sauve n'est pas explicable et puis qu'il relève probablement du chaos. Et de l'autre, je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que euh, c'est un pays qui, comment dire, c'est une société qui, pour moi en tout cas, a conscience que il est possible qu'elle soit éradiquée du jour au lendemain. Ouais, c'est quand même Vous aussi voyez. un cri et une alerte et une alarme en écrivant Voilà. ces mots-là sur le papier. Vous êtes déjà allé au Liban, Anis El Amouri, Daoud, vous aimeriez encore. y aller? Non, Parc jamais. culturel du Moyen-Orient, il y a il y a un salon du livre notamment. En tout cas, voilà, on aimerait peut-être les Béroutins vous entendre et vous écouter. Vous avez aussi écrit dans L'Orient le jour à l'occasion de l'Orient des écrivains. Et là, il est question de géopolitique, disons-le. Vous parlez des rapports entre le Liban et Israël, alors qu'il y a une récente guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Il y a un cessez-le-feu, mais vous le rappelez, très fragile, puisqu'il y a des bombardements qui continuent. Quelle réflexion est-ce que vous avez voulu avoir? Vous craignez une normalisation des relations entre les deux pays? Bah, il ne s'agit pas de craindre ou pas. Le fait est que le sujet est sur la table. Et dans cet article, en fait, je pose la question de savoir pourquoi et avec qui on veut normaliser. On normalise avec... alors, vous dites que la guerre a eu lieu entre Israël et le Hezbollah et la guerre a eu lieu entre Israël et le Liban, pour moi. Vous voyez? Et donc, si le Liban veut normaliser les relations avec Israël, je crois que c'est important de savoir qu'on normalise avec un État qui est coupable de génocide aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela signifie pour le Liban de s'embarquer dans la, comment dire, dans une telle démarche ou dans une telle initiative. Et surtout, ce que Mais ce je que vous évoquez, c'est souligne... Gaza. Vous ne dissociez pas la situation des Palestiniens à Gaza de celle du Liban. Bah, je ne dissocie pas parce que je pense que les ambitions expansionnistes d'Israël sont les mêmes. Et d'ailleurs, il faut juste écouter les responsables israéliens pour comprendre que l'objectif d'Israël et du gouvernement israélien aujourd'hui est bien d'essayer de s'élargir au maximum. C'est ce qu'il est en train de faire en Syrie. Il est en train d'éradiquer la Cisjordanie. Il est en train de grignoter le Liban. Il y a un Donc, article à lire donc sur le site internet de L'Orient le jour. Il est toujours en ligne. Les bestioles, donc, édition Elizade Hala Mourani, donc. Et vous vivez, je ne l'ai pas dit, mais au Liban, à Beyrouth. Et c'est aussi un des personnages, évidemment. C'est même, outre le narrateur, le personnage aussi de votre roman, cette ville de Beyrouth, qui tient donc debout, toujours la BD, Prison et Ciel. Tome 2 donc, de votre trilogie, Anis El Amouri. Alors, il y a trois personnages. D'abord, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le tome 1, d'abord, rappelez-nous, dans Il brûle, qui sont Georges, Ongle et Pluie. Alors, moi je dis Georg. Vous pouvez dire Georges, il n'y a pas de souci. Georg, allez, on va les appeler par leur vrai prénom. Moi je dis comme ça. Donc, Georg, en fait, c'est un enfant. Donc, c'est un monde médiéval, Ouais. imaginaire. Donc pas vraiment, c'est pas une reconstitution ou quoi que ce soit, qui a un aspect fantastique. Et donc dans ce monde, il y a une chasse aux sorcières qui a lieu. Et dans ce contexte-là, on suit donc ces trois adolescents. Qui fuient ce monde médiéval. Qui fuient ils sont dans ce monde médiéval, mais ils fuient la société d'une certaine façon, puisque en fait, on comprend au début du récit que ce jeune garçon, Georg, qui est un enfant un peu des rues, a aidé deux jeunes filles à s'évader d'une prison. Et donc, ces deux jeunes filles qui s'appellent Pluie et Ongle. Et en fait, c'était une prison de l'église où on ne sait pas exactement ce qu'on leur a fait, mais on comprend qu'elles ont été emprisonnées et torturées. Elles ont subi des sévices psychologiques et physiques dont on ne connaît pas exactement la teneur. Et pour la raison qu'elles ont des pouvoirs qui sont jugés ou contre nature et qui sont effrayants, effectivement. Surnaturels. Ouais, Ouais. tout à fait. Alors leur quête, c'est quoi? C'est de fuir, mais de lutter surtout pour exister. Ouais, c'est ça, en gros. C'est-à-dire que ces deux adolescentes, elles n'ont pas une vie normale et cet enfant veut essayer de les guider vers quelque chose vers une idée de vie, mais elles sont dans une idée de survie. Et dans ce contexte-là, elles sont aussi pourchassées par un
disons, un inquisiteur qui s'appelle le Mage. On ne sait pas grand-chose sur lui. Et donc, c'est une figure un peu de méchant, mais qui porte le costume du bien. Et donc, il les pourchasse et qui a l'air d'avoir un lien avec elle et d'avoir lui aussi des pouvoirs surnaturels. Il les pourchasse sans relâche. Alors, on est dans un univers artistique de dark fantasy. Il y a le merveilleux qui se mêle à la violence, j'en parlais tout à l'heure, et à la mélancolie. Vous aussi, comme le disait Daoud, vous avez bien entendu cet univers de dark fantasy, mais vous laissez libre cours aussi à vos envies, à vos inspirations sur le plan artistique. On va parler du dessin, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. En fait, je pense que je viens d'une génération d'artistes, de dessinatoristes qui ont été beaucoup influencés par les récits de genre. Et on a un moment où on a envie de réutiliser ces récits de genre pour parler de l'intime, de quelque chose des sensations, des émotions, de le réinsérer dans quelque chose de poétique. Et moi, je suis assez convaincu que les récits de genre, en l'occurrence, dans un récit de médiéval, de dark fantasy, disons, j'y vois une forme de poésie qui parle super bien de la condition humaine et qui peut souligner et appuyer des sensations qu'on a et qui permettent d'en faire je dirais pas une métaphore parce que j'aime pas tellement le mot, mais un univers où on peut se projeter et on laisse de la place aux gens de se projeter. Alors vous êtes belge, la Belgique, bastion de la BD, du dessin notamment, c'est l'un des grands pays de la BD. Quelle est la place de ce style, en fait, de cet univers-là en Belgique ? C'est une bonne question. Effectivement, on est un pays de la BD. Ça fait beaucoup partie du patrimoine de la Belgique. Ouais. Le problème du patrimoine, c'est que c'est souvent le patrimoine des auteurs décédés. Et donc, en Belgique, on a aussi une grosse idée de ce qu'est la bande dessinée. Et je suis aussi un auteur de bande dessinée bruxellois, belge, contemporain. Ancré dans son temps, oui. Et comme beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de mes amis, de mes collègues, on fait de la BD aujourd'hui et il y a beaucoup de place à la bande dessinée en Belgique on parle beaucoup d'Hergé, on parle beaucoup de Peyo, on parle beaucoup de tous ces auteurs très importants que je respecte extrêmement, mais parfois on oublie qu'il y a des auteurs et des autrices vivants et vivantes de qui la sont là. Et il y en a un qui est sur notre plateau, sur MO, sur TV5 Monde. Parlez-nous de votre dessin, du choix des couleurs, de votre trait de crayon. Comment vous le définiriez ? Ah oui, je dirais qu'il est... je dirais qu'il est instinctif. Enfin, je ne suis pas quelqu'un de très... jamais été quelqu'un de très propre. Et mais vous dessinez en ayant d'abord bien le script dans votre tête et c'est le dessin qui s'adapte à l'univers, ou est-ce que c'est le dessin qui prend le pas justement pour... C'est les deux. En fait, j'utilise beaucoup de métaphores cinématographiques pour parler de comment j'écris et comment je conçois des scènes parce que je dessine en même temps que j'écris les dialogues, etc. Et que j'ai un peu l'impression d'aller à un tournage avec ma caméra et d'avoir des actrices qui sont avec moi et de voir comment on joue avec ça. Donc, je me nourris du dessin et je me nourris du texte et... on va sur un endroit et on commence un tournage et on voit ce qui se passe, quoi. Donc, le Prison et Ciel, c'est le deuxième volet. Le troisième sera pour quand, pour les fans qui nous regardent ? On va laisser déjà profiter de celui-là. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Voilà donc. On rappelle les éditions Six Pieds Sous Terre, aussi très belle maison d'édition. Cap à l'ouest maintenant, si vous le voulez bien. Cap sur le Festival du Monde Arabe de Montréal qui propose chaque année des rencontres entre des artistes provenant de pays et d'horizons culturels différents. Parmi les créations phares de cette édition, il y a le spectacle Cantique de l'amour qui a rassemblé il y a quelques jours le chanteur syrien Soufi Khaled El Hafez, la contralto québécoise Gabrielle Cloutier, une chorale et un derviche tourneur, notre correspondante Catherine François les a rencontrés. Reportage. L'amour et la musique sont universels et ce spectacle, Cantique de l'amour, en est la preuve. Car il a rassemblé sur une même scène un chanteur soufi d'origine syrienne, un derviche tourneur, un chœur québécois et une contralto montréalaise. C'est vraiment de faire une création entre ma musique qui vient de Montréal, mais Montréal, c'est une ville complètement multiculturelle. Ça crée le pont aussi avec la musique aussi du monde arabe et la musique de Khaled et Vox, qui est plutôt dans le côté spirituel. C'est une rencontre entre des cultures différentes, mais aussi avec un fond commun qu'on essaie de magnifier pour le mettre en scène.
بالنسبة للموسيقى الشرقية هي فيها مرونة يعني بتتقبل جميع الموسيقى. La musique arabe est une musique très riche en tonalités. Elle est capable d'offrir des liens avec toutes les autres musiques parce qu'elle est ouverte aux autres pratiques musicales vu son histoire, vu les interactions qu'elle a eues avec les autres cultures. Les artistes et leurs musiciens ont eu peu de temps pour créer ce spectacle qui a demandé beaucoup de travail et d'échanges pour harmoniser le tout. On établit chacun notre territoire au début, Khalid d'un côté, Gabriel de l'autre, avec chacun leurs musiciens. Graduellement, les choses vont se mélanger et puis on se relance les uns les autres pour finir dans une espèce de fusion. Et l'amour sous toutes ses formes est le fil conducteur de cette rencontre culturelle et musicale. L'amour ici est approché dans une vision assez large, c'est-à-dire l'amour passionnel, l'amour charnel, l'amour sacré. Cela se confond dans un seul message et chez les soufis, on retrouve cette rencontre entre les différentes sortes d'amour. On espère qu'à travers ce spectacle-là, les gens vont pouvoir se sentir interpellés puis sentir que justement, il y a des manières de réconcilier les mondes puis de se sentir avec une certaine harmonie. Un dialogue captivant entre deux mondes, une fusion entre des chants d'amour anciens et contemporains, un voyage dans un univers magique où la puissance de l'amour transcende toutes les différences. Voilà pour ce festival. Et maintenant, les coups de cœur de nos invités. Daoud, vous avez choisi un album, I Want to Go Where Things Are Beautiful de Nimrod Workman. Je veux aller là où les choses sont belles. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet album et chez cet artiste ? Je suis dans une période où j'écoute beaucoup de musique de la chaîne des Appalaches, de toute cette région. C'est une musique qui m'a toujours attiré. Chanteur folk américain. Ouais, que je me mets à explorer beaucoup plus récemment. Et c'est vrai que c'est le côté natif, anti-colonial de début du XXe siècle, et voire fin du XIXe. Le côté militantisme. C'est un mineur de charbon et syndicaliste. Ouais, et voilà, tout cet héritage un peu des natifs américains de la chaîne de montagne du Nord-Est, la culture est d'une richesse incroyable et très méconnue, en France notamment. Eh bien, on peut justement s'initier à travers cet artiste et sa voix vraiment prenante. Hala Mourani, vous avez choisi une exposition d'icônes de Jérusalem à travers les âges. C'est jusqu'au 17 janvier prochain à Dar el-Nimel, à Beyrouth, au Liban. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition ? Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je crois qu'en ces temps où la Palestine est en train de se faire dévaster et éradiquer, se dire qu'à partir de Beyrouth, il y a des efforts de préservation, parce que ce sont vraiment des icônes qui peuvent dater du XIIe, XIIIe, XVIe siècle. Moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche d'autant plus que, ça émane d'une fondation privée, et deux, qu'il y a beaucoup de blessures, en fait, entre le peuple libanais et le peuple palestinien. On a quelque chose de très lourd à régler. Et peut-être de manière utopiste, je me dis qu'en faisant ce genre d'exposition, on peut commencer à se soigner un peu. Et jusqu'au 17 janvier, donc pour les Libanaises et Libanais qui veulent la voir, ou celles et ceux qui ont de la chance de passer par la capitale. Anis Sellamouri, un livre, Machine qui rêve, Fast and Furious, utopie américaine d'Arthur Bouet. Machine, Fast and Furious, on reste un peu dans le même univers que vous, pas forcément. Du tout, je dirais, mais... Non. Pourquoi ce livre ? Eh bien, tout simplement parce que Arthur Bouet est mon ami. Il a fini ce livre il y a peu de temps. C'est quelqu'un de brillant. Il est critique cinéma. Il est notamment sur la chaîne, dans l'émission Le Cercle sur Canal+. C'est quelqu'un que j'adore écouter parler d'art. Il écrit super bien. Et il s'attaque avec ce livre à la saga Fast and Furious, qu'il admet lui-même avoir longtemps méprisé, parce que quand on est cinéphile, il est de bon ton de mépriser les choses qui sont aimées par les
les succès populaires. Ouais, les grosses productions qui ont des succès populaires, ouais. C'est un livre qui est relativement court, qui est hyper accueillant, hyper généreux, qui dissèque toute une saga et son fonctionnement et comment Vin Diesel a créé dans cette saga une utopie un peu naïve, mais très sincère, d'un monde post-racial au service de la vitesse et de la famille. Et c'est vraiment hyper fascinant. Il parle de ça super bien. Il est marrant. Je l'adore. On peut dire que c'est un vibrant coup de cœur en tous les cas à Arthur Bouet, La machine qui rêve, Fast and Furious, utopie américaine. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de MOE. Ce fut un plaisir. Merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express. À la semaine prochaine sur TV5 Monde avec grand plaisir et quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde. Plus juste 10 petites secondes pour vous montrer un peu Daoud. Voilà, quand il était petit. On n'avait pas vu la couverture, le vinyle. Voilà. À la semaine prochaine. La barbe en plus.